Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, ça, de ça aussi. Ouais, le plastique. En 2022, dans le monde, on en a produit 400 millions de tonnes. On n'en a jamais produit autant. C'est plus qu'en 2021, c'est un nouveau record, quoi. Et en 2021, on avait battu le record de 2020. En 2020, on a battu le record de 2019, qui avait lui-même battu le record de 2018, qui avait battu le record de 2017, qui avait battu le record de 2017. Bref, on en produit toujours plus. On n'avait pas dit que c'était un problème, le plastique, pourtant? Dans cette vidéo, j'ai envie de comprendre comment le plastique pourrait ne plus être un problème. Peut-être qu'on pourrait tout recycler. Alors ce serait merveilleux si on pouvait recycler toutes les matières plastiques. Mais en fait, il y a 3 problèmes majeurs. Ou alors on inventerait un nouveau plastique. Peut-être à base d'algues. Amidon, maïs. Polyéthylène. En bioplastique. Bon, le plastique, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça s'est popularisé à mort dans les années 50, plus ou moins en même temps qu'Elvis, quoi. C'était aussi un peu avant la naissance du roi Philippe. Ouais, c'est moins rock'n'roll, mais vous voyez l'idée. Cela dit, c'est pas de ça que je veux vous parler. Le plastique, j'ai cherché sur Internet. Ça vient du grec plastikos, qui veut dire propre au modelage. Une matière qu'on peut façonner pour en faire tout ce qu'on veut. Du coup, on a fait tout et n'importe quoi. No, God! No, God, please, no! 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 Il y a aussi beaucoup de trucs géniaux qui sont faits en plastique. Ouais. Alors, on a produit du matériel médical, léger, stérile, transparent, des emballages alimentaires pour limiter le gaspillage, des canalisations aussi trop bien pour remplacer les vieilles canalisations en plomb ultra toxiques, des châssis super isolants pour les fenêtres, puis des casques. Ah ouais, les casques, ça te protège super bien quand tu roules à vélo ou que tu travailles sur un chantier, par exemple. Et puis le plastique, c'est tellement génial et ça coûte tellement pas cher qu'on en a mis aussi dans plein de trucs un peu plus anecdotiques. Genre des sacs de course, même si on les utilisait qu'une fois, des bouteilles de bouteilles à usage unique, des flacons de gel douche aussi, dans des petits gobelets pour pas perdre ton verre en soirée, dans les vêtements, 100% polyester, les vêtements de sport, dans des petites sauces pour les frites, et puis dans les fesses des Kardashians aussi. Ouais, le silicone, c'est du plastique. Et je pourrais continuer cette liste pendant 10 minutes tellement on en a mis partout. Je vais m'arrêter là. Et ta caméra aussi, c'est du plastique, Renaud. Le plastique a ringardisé le bois, le verre et même le métal. C'est un matériau révolutionnaire à base de pétrole. Et on l'a produit en mode no limit. On s'est pas posé de questions jusqu'au moment où on s'est posé des questions. Et on s'est dit que peut-être c'était quand même un petit problème. Parce que contrairement aux autres matériaux, le plastique, il se dégrade pas. Il s'entasse, il pollue l'environnement. Alors sur les 9 milliards de tonnes qu'on a produits depuis les années 50, il y a plus de 6 milliards qui errent quelque part dans la nature. Et ce qui est horrible, c'est qu'il la polluera pour des dizaines, voire des centaines d'années. À la fin, on le verra plus, mais il sera toujours là. Ça se voit super bien dans le Pacifique avec ce qu'on appelle le continent de plastique. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est lui le plus gros. Une surface qui fait quand même 52 fois la taille de la Belgique. Bon, ça paraît fou, et en même temps, si on prend juste cette bouteille de gel douche, là, ça fait quoi? C'est 25 jours d'utilisation et 25 ans à 250 ans de pollution. Après, celui-là, c'est recyclable. Il y a le petit logo. Et en Belgique, on est hyper bon en recyclage. On est champion d'Europe de recyclage. Ça se voit ici, regardez. Première ligne, c'est la Belgique. Ouais. Et en vert, c'est tout ce qu'on recycle. On recycle 39% de tous nos déchets plastiques. Moi, je dis tous nos déchets plastiques parce que c'est pas juste les déchets qu'on met dans le sac bleu. Il y a plein de déchets plastiques qu'on met pas du tout dans le sac bleu. Et pour tout le reste, tous les déchets plastiques qu'on recycle pas, il y a 2 options. Alors la première, ça va être de les brûler. On les incinère, c'est ce qui se passe dans l'usine qui est là derrière. Et en fait, quand on les brûle, on les transforme en énergie, donc c'est plutôt cool. Même si évidemment, au final, dans l'opération, on va libérer plein de polluants dans l'atmosphère. Et puis la deuxième option, si on ne recycle pas ces déchets plastiques, c'est qu'on les enterre, on les met en décharge, on les enfouit. Et là, ça va mettre très longtemps à se décomposer. Il y a quand même un truc que je me pose, moi. Comment on peut être champion d'Europe de recyclage en recyclant 39% de nos déchets plastiques? Je sais pas, ça me semble pas énorme en fait. 39% de déchets plastiques, c'est pas fou quoi. C'est ce qu'il y a en vert. Et du coup, j'ai envie de comprendre ce qui nous bloque en fait, ce qui nous freine. Pourquoi on n'en recycle pas plus? Et ça, c'est des questions que j'ai voulu poser à Aurore Richel. Elle est chimiste et professeure à l'Université de Liège.
Aurore, est-ce que c'est envisageable de recycler 100% des plastiques? Alors ce serait merveilleux si on pouvait recycler toutes les matières plastiques que l'on utilise à l'heure actuelle. Mais en fait, il y a 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de méthode universelle pour recycler tous les plastiques. Chaque matière plastique se doit d'être recyclée selon un procédé qui lui est propre. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que toutes les matières plastiques que l'on utilise aujourd'hui, ou une bonne partie d'entre elles en tout cas, elles sont extrêmement complexes. Donc c'est pas une seule matière plastique, c'est plusieurs, parfois, matières plastiques qui sont mises côte à côte, collées les unes contre les autres. Et le meilleur exemple, c'est une bouteille d'eau, par exemple, où on voit qu'on a le corps de la bouteille qui est dans une matière, et puis on a l'étiquette qui est dans une autre matière plastique. Et puis le troisième problème, c'est que généralement, quand on recycle, en fait, la matière plastique, elle perd de ses propriétés, et donc elle n'est plus conforme pour des usages répétés ou des réemplois éventuels. Si on reprend le cas de la bouteille d'eau ou du corps de la bouteille d'eau, eh bien, on voit qu'on ne pourra pas refaire une bouteille d'eau au final. On va devoir rediriger la matière recyclée vers d'autres applications, notamment des bacs à fleurs ou ce genre de choses. Ok, on parle énormément de recyclage aujourd'hui. Finalement, c'est un peu naïf de tout miser là-dessus. Alors, il faut quand même miser sur le recyclage parce qu'il faut quand même traiter les flux existants de matière plastique. Mais les scientifiques, eux, ils préconisent une autre méthode. Ils préconisent ce qu'on appelle l'éco-conception. Ça veut dire concevoir des matières qui, elles, vont être plus aptes à être recyclées, plus aptes à se décomposer et peut-être même faire des matières plastiques qui pourraient être biodégradables ou compostables sur un compost ménager. Ok, donc en clair, on continue à penser au recyclage pour tous les plastiques existants qui sont déjà sur Terre aujourd'hui. Et en même temps, on invente un nouveau plastique, des nouvelles matières qui soient un peu moins pourries que le plastique actuel. Genre des bioplastiques. C'est joli comme nom, hein? Bon, ça folle pas, hein. En 2020, les bioplastiques, c'était à peine 3% de tous les plastiques qu'on produisait dans le monde. Et en 2024, on n'est plus qu'à 0,5% de tous les plastiques qu'on produit. Donc bon, on n'est pas vraiment sur une courbe de progression en la matière, c'est même plutôt l'inverse. Mais là, la question à laquelle il faudrait peut-être répondre, c'est quoi un bioplastique? Bonjour madame. Regarde, non, c'est pas compliqué, je te jure. Ça, c'est du bioplastique. C'est quoi la matière première qui a été utilisée pour le fabriquer? Je sais pas. Alors, aucune idée. Je n'en sais strictement rien. Peut-être Des déchets recyclés? Peut-être à base d'algues. Amidon, maïs. Polyéthylène. en bioplastique. Celle-là, c'est la meilleure. Des plastiques recyclés? La pomme de terre? Des plantes? C'est recyclable, c'est tout ce que je sais. C'est quoi la matière du coup? On sait pas. C'est nul. Mais c'est parce que la définition de bioplastique, elle est tellement floue que, en fait, on sait pas tout à fait. En gros, ce que ça dit, c'est qu'un bioplastique, il doit être composé en tout ou en partie d'une ressource renouvelable. Donc, en gros, de l'amidon, amidon de maïs ou de pommes de terre d'ailleurs, de la canne à sucre, plein de trucs quoi. Et même si c'est une toute petite partie de ressources renouvelables qui se retrouve dans mon plastique, c'est quand même considéré comme un bioplastique. Donc si mon sac là, il est fait à 80% avec du pétrole et 20% avec de l'amidon de maïs, ça rentre dans la catégorie de bioplastique. Deuxième petit stress, quand on produit du bioplastique à partir de trucs qui se cultivent dans les champs, genre du maïs ou des pommes de terre, en fait c'est des terres qu'on utilise pour produire du plastique plutôt que pour produire de la nourriture pour les humains, donc c'est pas ouf. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir aussi, c'est pas parce que c'est un bioplastique que ça peut se décomposer tout seul dans la nature, non, c'est pas automatique. Ça par exemple, si je reprends mon sac plastique de tout à l'heure, il y a un petit label dessus sur lequel il est écrit « OK, compost ». Donc moi je me dis génial, je vais pouvoir le mettre dans le compost dans mon jardin ou bien dans un compost communal, il y en a un juste ici derrière. Sauf qu'en fait, ce label OK Compost, ça ne veut pas dire que ça se composte dans des conditions naturelles. Il faut que ça passe dans des gros fours industriels pour que ça marche. Donc voilà, on ne va pas le mettre dans le compost. Par contre, il y a un autre label que j'ai découvert ce matin pour la première fois, je ne l'avais jamais vu avant. Et en fait, ici, là, c'est sur un emballage de myrtille. Et là-dessus, il est écrit OK Home Compost. On est sauvés. Celui-là, on peut le mettre dans un compost, ça va se dégrader de façon totalement naturelle. Donc là... En fait, il existe plein de sortes de bioplastiques différents, avec des propriétés différentes et des noms différents, genre PHA, PHB, PLA. Et chez nous, en Belgique, il y a vraiment des entreprises qui se démarquent pour leurs innovations en matière de bioplastique. Par exemple, Galactic, ça c'est une entreprise qui fabrique des bioplastiques à partir d'acide lactique. C'est un matériau qui est issu de la fermentation de maïs ou de sucre, par exemple. Puis il y a d'autres acteurs plus petits qui se démarquent aussi, genre Polypi. Eux,
Ils font un bioplastique qui peut se décomposer tout seul dans la nature. Et ce qui est génial, c'est que pour le fabriquer, ils utilisent des déchets de poids. Donc c'est des déchets qui existent de toute manière. Il n'y a pas besoin de produire autre chose dans des terres qu'on pourrait utiliser pour manger, quoi. Le déchet, il existe. En fait, ce que m'a expliqué Aurore Richel, c'est que les idées, elles sont là. Ce qui manque surtout, c'est les investissements pour pouvoir développer ce type de matériaux. Bon, à ce stade, je crois qu'on peut revenir à la base, quoi. Le plastique, c'est vraiment un matériau mi-génial, mi-pourri. Et le problème, c'est la quantité qu'on utilise pour en faire des conneries. La quantité qu'on produit, quoi. La question maintenant, c'est peut-être de savoir comment on fait le tri, quoi. Dans quoi on peut se permettre de garder du plastique. Ça, je te dirais bien qu'on peut s'en passer, même si c'est bon. Genre un crocodile. Ah non, c'est un dinosaure. Le plastique, Aurore, ça reste un matériau super intéressant. Si on doit en produire moins, dans quoi on choisit l'endroit où on va garder ce plastique ? Je pense qu'il faut être sobre aussi dans les choix que l'on fait en termes de matières plastiques. Il ne faut pas une surabondance pour des raisons qui sont inutiles. Un des exemples, ça pourrait être l'emballage, par exemple, l'emballage des aliments. On sait que les matières plastiques, elles jouent un rôle clé dans la préservation des aliments et dans l'évitement des pertes alimentaires. Mais si c'est pour utiliser un emballage pour juste montrer une marque d'un produit, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, le plastique, les matières plastiques de manière générale, ils vont rester des acteurs clés dans les objectifs de développement durable. Alors ça peut être notamment pour potabiliser les eaux. On sait qu'on a des membranes en plastique qui sont utilisées pour rendre les eaux potables, pour transporter l'eau. On pense aux canalisations qui sont faites en matériaux plastiques. Et puis le plastique, on le retrouve aussi dans les éoliennes, dans les pales des éoliennes, dans les panneaux photovoltaïques, dans les câbles qui vont permettre de transporter les énergies renouvelables. On les retrouve aussi dans les voitures. Ça permet d'alléger les véhicules et donc d'émettre moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc on sait que les matières plastiques, elles vont jouer un rôle clé dans notre futur et notamment dans l'alignement avec les objectifs de développement durable. Ouais. J'aime bien cette idée de sobriété plastique dont m'a parlé Aurore. Bon, évidemment, ça repose pas juste sur nos épaules de consommateurs, mais clairement, on peut aussi, nous, la pratiquer, cette sobriété. Un genre de zéro déchet plastique. Marie-Hélène Huguet, elle le fait au quotidien pour son boulot et sa famille. Et ce qu'elle explique, en fait, c'est que pour y arriver, c'est surtout une question d'organisation. Max, t'es prêt ? Ouais. Je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 38 ans, 2 enfants, j'habite à Leuze. Si je regarde le pompon, ça va là ? Le micro, c'est le micro j'imagine. Concrètement à la maison, qu'est-ce que je fais ? Je fais ma lessive, je fais mon shampoing, mon déodorant, mon dentifrice, mon savon, je fais les collations de mes enfants. Bon, on a calculé pour vous, en faisant tout ça, on peut éviter de jeter jusqu'à 17 kilos de plastique par an par personne. C'est plutôt l'aspect santé que j'ai voulu mettre en avant au départ. Je vois que je fais aussi des économies. Je fais ma part pour protéger la planète. Cuisiner maison, ça réduit forcément déjà aussi la quantité de plastique à la maison. Alors, les ingrédients de base, c'est premièrement le savon. Ici, c'est du savon de Marseille. L'acide citrique, je vais l'utiliser comme détartrant. Le bicarbonate de soude et le blanc de meudon. Ce qui va vraiment le plus vite, c'est le déodorant. Non, c'est pas le déodorant, c'est le dentifrice. C'est vraiment 1 minute chrono. Je prends 3 cuillères à soupe d'argile blanche, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huile essentielle. Je mélange et c'est fini. À toutes les personnes qui se diraient ça prend beaucoup de temps ou ça empiète sur la vie sociale, je peux témoigner que c'est pas le cas. Il y a des changements d'habitude à prendre et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Non, c'est pas difficile, c'est plutôt un état d'esprit. Je suis pas la personne la plus organisée du monde, mais voilà, avec un peu d'organisation. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons, parce que c'est nous qui achetons. C'est une manière de voter finalement que d'acheter consciemment et de manière réfléchie. Peut-être que ma part change pas la face du monde, mais moi je suis en accord avec moi-même. C'est dans la boîte ? Bon, ce que je retiens de tout ça, c'est que diaboliser le plastique, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Même si, évidemment, il y a plein d'endroits où on peut se passer de plastique, ça m'a marqué que Aurore Richel soit aussi nuancée sur la question. Et puis surtout, si on veut régler le problème de la pollution plastique, c'est un peu comme pour le climat, en fait. C'est des mesures et des décisions qui se prennent à l'échelle mondiale dont on a besoin. Allez, dites-nous si ça vous a donné envie de pratiquer la sobriété plastique. Et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous à Y'a pas de planète B sur Insta, Facebook et YouTube pour pas rater nos vidéos. Bisous et bonne chance surtout. Allez, c'est bon, hein.